Hello hello, c'est GhostX, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'avais déjà publié 2 vidéos mais je les ai supprimées. C'était une vidéo sur la couche, enfin sur la LOSI et sur une exploitation d'une machine. Mais je les ai supprimées parce que pour moi c'est une nouvelle vie, un nouveau départ. Et j'essaye de faire des vidéos les plus explicites possibles. Et essayer de faire quelque chose de propre. Donc ma chaîne consistera bien sûr à vous présenter un peu tout ce qui est réseau, tout ce qui est pentest. Donc je me présente, GhostX, je suis admin 6 junior. Donc en fait je suis là aussi pour partager des connaissances, pour essayer d'expliquer certaines choses et bien sûr aussi apprendre des choses. Voilà, la connaissance est universelle et j'aime partager tout simplement. Donc bien sûr, alors on va voir où je suis déjà pour commencer. C'est vraiment une introduction et pour qu'on segmente un peu bien tout ça. Et puis après, bien sûr, il y aura de la mise en pratique dans d'autres vidéos. J'essaie de préparer tout ça. Et je n'ai pas vraiment une bonne qualité, je suis en attente d'une caméra. Donc voilà. Donc là, en fait, on est sur un site qui s'appelle VHL. C'est très proche du CEH et de l'ESPF, dirais-je. Il y a pas mal de machines à avoir pour obtenir sa certification. Donc je trouve ça un peu plus, on va dire, plus compliqué, on va dire. Et plus challenger. Bien sûr, TryHackMe est super, vraiment déjà difficile. Je l'ai pas fini, j'ai obtenu 3 certificats, dû au manque après de travail et puis d'autres raisons. Donc voilà, je vais vous faire une petite introduction. Donc là c'est le site. Alors chapitre 1, donc tes intrusions. Donc ils vous expliqueront comment les phases d'intrusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le pentest il faut bien se structurer, il faut bien comprendre les étapes par étapes, parce qu'il y a des audits. Donc c'est d'après ce que moi j'ai étudié. D'ailleurs je trouve ça super que TryHackMe ou bien Hack the Box puisse nous fournir une documentation lisible et sur comment mener un audit de pentest. Et je trouve ça merveilleux parce que ça peut laisser la chance à beaucoup de personnes. En gros c'est une formation, mais je tiens à vous dire quand même que ça demande quand même certaines connaissances en étant transparent. Et voilà, ça peut faire rire que malheureusement parfois il y a des gens qui se disent ouais bon bah j'ai déjà hacké quelque chose alors qu'ils connaissent même pas c'est quoi le traceroute par exemple. C'est juste que en fait quand on rentre dans le milieu, enfin dans le sens dans le milieu professionnel ou avec un peu d'expérience, ce qu'il faut comprendre c'est que on a vraiment une autre visibilité, une autre approche, c'est que ça devient plus concret et plus difficile. Donc tu apprends aussi que l'informatique c'est quelque chose de très complexe. Et donc personnellement moi je trouve pas du tout facile. Et il faut vraiment savoir ce que tu fais. Donc j'essaie juste de donner un sens un peu. Et même moi je l'apprends tous les jours. Et j'aime aussi apprendre. Et c'est comme ça. Voilà. Donc ensuite, se prépare au laboratoire. Bon, en gros, il faut installer un VPN parce qu'il y a leur réseau et puis après il y a le tunnel et puis votre machine pour pouvoir exploiter les machines. Donc ensuite, on va parler de collecte d'informations, évaluation de la vulnérabilité, exploitation, escalade des privilèges, application web, attaque par mot de passe, mise en réseau et chaîne, Metasploit. Donc, ok, quand on va parler plutôt de collecte d'informations, on va plutôt aussi, je vais essayer de vous expliquer ça en 2-3 mots, l'active reconnaissance, passive reconnaissance. Donc en fait, la passive, c'est quelle méthodologie on va employer. Et l'active reconnaissance, c'est qu'on va commencer plutôt à attaquer. On va collecter des informations. Quand je vous parle d'informations, c'est qu'on va scanner par exemple. Après, il y a plusieurs manières de collecter des informations. Plusieurs types d'attaques, qui soient d'avoir une approche humaine ou bien par système ou par réseau. Enfin, voilà. Donc là on va plutôt se baser sur l'attaque par exemple avec Nmap, scan de réseau, scan de port, pardon. Il y aura bien sûr les services,
la version. Donc tout ça en fait peut nous mener à une collecte d'informations. Donc ensuite on va plutôt parler de l'évaluation de la vulnérabilité. En gros, comment évaluer, c'est que on va évaluer, on va voir ce qui est probable d'avoir, qu'est-ce qui peut être exploitable, dirais-je. On peut aussi parler de plusieurs outils ou bien techniques, dirais-je, pour avoir plus d'informations afin d'avoir une meilleure évaluation de la vulnérabilité. Donc après, on pourra aussi avancer à l'étape prochaine, donc l'exploitation. Donc bien sûr, je tiens à préciser que Nmap est un outil très très puissant et je recommande aussi d'apprendre déjà le réseau un petit peu comment marchent un petit peu les paquets, les ports, l'ouverture du port, la fermeture, filtré ou pas, le SYN ACK, RST, Urge. Bien sûr l'UDP aussi un petit peu parce qu'avec Nmap il y a d'autres services aussi, bien sûr qu'il n'y a pas que le TCP, il y a aussi l'UDP donc voilà, c'est vraiment une introduction et c'est juste pour essayer de vous expliquer à peu près ces étapes. Alors, l'évaluation de la vulnérabilité, c'est bon. L'exploitation, toute faille est reconnue et enregistrée dans des bases de données, enfin toutes, oui et non, non. Du moins, il y a toujours des plateformes, dirais-je, qui mettent à jour des vulnérabilités trouvées. Donc en fait, on va plutôt trouver des vulnérabilités et après chercher l'exploit. À quel numéro de l'exploit il est répertorié et donc après ensuite comprendre comment arriver, donc quel outil faut-il utiliser sur quelle application on est ou bien sur quel système, et bien sûr un numéro d'exploit comme Exploit Database qui nous permet bien sûr de faire des recherches d'exploits, donc des CVE, Common Vulnerability Exploit normalement. Donc voilà. Et ensuite après bien sûr on peut aussi faire des charges utiles, faire du RCE. Donc on va en parler sur l'escalade des privilèges. Donc il y a deux types d'escalation, horizontale et verticale. Donc c'est en gros on augmente de niveau. Quand on parle de niveau, il faut bien comprendre que dans le système d'information, normalement dans les bases de sécurité, grosso modo, l'utilisateur a moins de droits que l'administrateur, donc user and root, grosso modo, ce n'est pas du tout les mêmes droits, c'est vraiment bien plus complexe que ça. Et bien sûr, me semble-t-il qu'il y a les bits de droit aussi, donc c'est pas les mêmes c'est pas la même façon, on va dire, de monter en niveau. Donc SGUD, tout ça. Donc à vous de vous renseigner un jour sur les différents types d'escalation et pourquoi, et aussi éventuellement voir le SHOWN, le chmod, parce que derrière tout ça je pense qu'il y a pas mal de choses à comprendre. Comment les fichiers sont accessibles et pourquoi c'est organisé comme ça, et surtout voir qu'est-ce qui dirige tout ça. Donc qu'est-ce qui dirige tout ça, c'est que forcément il y a des fichiers qui ont plus de droits que d'autres au-dessus de l'autre, grosso modo. Donc oui, on va revenir à l'extraction des privilèges. Donc on va plutôt par exemple utiliser des shells, donc interactifs et non interactifs. Et du coup le non interactif, ça veut dire c'est exécuté par un script, et l'autre qui est exécuté avec l'utilisateur, grosso modo. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que l'interactif, parfois ça peut bugger, parfois on n'a pas aussi toutes les commandes. Donc voilà, ça c'est vraiment une expérience quand j'ai fait du pentest en lab, et donc ça m'a permis aussi de voir en pratique la réalité des choses.
Et bien sûr, je tiens vraiment à vous dire que je suis vraiment un junior, mais bien sûr, en tant que sysadmin junior, parfois, il faut vraiment comprendre un petit peu la sécurité et aussi l'attaque, parce que parfois on doit répertorier aussi des vulnérabilités. Bref, après, il y a l'application web, donc application web qui dit aussi famille d'applications web, abus d'applications aussi. Quand on fait des tableaux, parfois on doit mettre aussi, par exemple, quel type de famille. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc là, on fait un test d'intrusion, on va dire. Par exemple, beaucoup d'injections SQL. Pourquoi? Parce que peut-être que dans un code, dans une page, dirais-je, il y a un code qui est ou dans la base de données aussi qui est vulnérable. Donc il y a certains outils adaptés pour faire ce type d'attaque ou bien d'intrusion. Et ensuite, il y a aussi le RCE, donc Remote Code Execution. Donc c'est du code à distance, hein, grosso modo. Par exemple, WordPress, hein, c'est bien connu. J'avais déjà fait une mise en pratique sur WordPress. Et du coup, j'avais exécuté un script dans le WordPress parce que j'avais, me semble-t-il, exploité un plugin. Et donc après, forcément, je pouvais déjà après commencer à faire mon attaque et bien sûr aussi mettre un netcat ou bien monter un serveur web à Python, bien sûr, pour après créer une interactivité, donc générer une charge utile, grosso modo. Donc la coquille. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi l'attaque de mot de passe, bien sûr. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans l'attaque de mot de passe, c'est qu'il y a différents types de hash et aussi différents types de calculs qui sont reliés. C'est que par exemple, il y a l'attaque par mot de passe, par exemple, l'attaque par la row table. Row table, normalement, c'est table arc-en-ciel, par exemple. Grosso modo, ça c'est différents types d'attaques, mais il y a différents hash aussi. Donc ce qui est différent, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre qu'aussi il y a une puissance de calcul derrière, donc ça peut mettre du temps. Il y a aussi une première approche à savoir identifier les différents types de hash, par exemple par le sel qui commence normalement par un dièse, me semble-t-il. Il faudrait que je revoie ça au cas où si je me suis trompé. Le dièse, pas le dièse, pardon, le dollar, le signe dollar, pardon. Il y a aussi certaines méthodes pour, on va dire, identifier à peu près le nombre de bits. Mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment utiliser quel type d'attaque, par exemple. Pourquoi, par exemple, avec ce mot de passe. Par exemple, avec John, on peut faire plusieurs types d'attaques. Par exemple, si je vais dans je vous montre un petit peu. Hop, script. Si je cherche voilà, normalement c'était dans run, me semble-t-il. Hop, CTRL T, hop, terminal. Voilà, donc comme vous voyez, il y a plusieurs modules en Python. Donc en ASCII par exemple, franchement ça dépend vraiment. Par exemple, on voit j'avais déjà fait des attaques par brute force pour ce fichier, grosso modo, parce qu'il faut implémenter le hash dans le fichier. Bref, voilà, il y a le hash. Après, tu dois utiliser Python comme ça, tag, John, on s'en fiche. Donc on va pas faire ça aujourd'hui, bien sûr, c'est vraiment une introduction. Donc si par exemple pourquoi je parlais du différents types de hash, c'est pour ça. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, pourquoi il me semble non. Voilà, hop, voilà, très bien. Donc pourquoi? Parce que forcément, comme vous voyez, H4 c'est assez puissant, mais ça utilise un peu du CUDA aussi, GPU bien sûr. Donc parfois il faut installer CUDA, etc. Je vais pas vous expliquer ça.
Il faut bien aussi comprendre les différents types de hash, NTLM, Windows, MacOS, Bcrypt, MD5, fichier par exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a le Blowfish aussi, me semble-t-il, c'est du Unix, Linux, me semble-t-il. Le SHA, l'empreinte. Pourquoi 224, 256? Parce qu'il y a bien sûr, grosso modo, il y a ça peut être cassable, mais après forcément ça met plus de temps, grosso modo. Donc voilà, ça c'est vraiment pour faire l'introduction. Ensuite, tac tac tac, alors hop, on va arriver au Metasploit. Alors Metasploit est un outil très puissant qui est beaucoup utilisé dans les entreprises en sécurité. Du coup, c'est un framework. Alors là, Metasploit fait beaucoup de choses. Je l'avais déjà utilisé, par exemple, pour dire en combinaison bien sûr avec MSF Venom. Mais MSF Venom, grosso modo, tu vas devoir compiler ton propre shell par rapport à l'architecture du device à attaquer. Grosso modo, hein, vraiment, je la fais courte. Et si c'est sur un Windows ou bien sur un shell x86 x64, bref. Donc Metasploit vraiment, et ce qui est bien c'est qu'après on peut m'interpréter et prendre, bien sûr après faire un maintien d'accès et en plus bien et utiliser aussi les commandes, beaucoup de commandes à distance. Par exemple, quand j'avais utilisé Metasploit et m'interpréter sur une vulnérabilité de Windows, j'avais pu aussi, il fallait que je m'interprète et après j'utilise Mimikaz pour dumper une base pour ensuite après aller chercher le drapeau. Donc après Metasploit fait beaucoup de choses. Il y a le MFS6, l'interpréteur, voilà. Donc on le lance avec MSF console et puis me semble-t-il il faut faire un MSFDB pour déjà clear la base de données et puis après il est prêt à l'emploi. Donc on essaiera de faire des scripts, un script en Python, j'aurais peut-être l'utilité de faire en Python ou bien sûr Bash pour générer aussi un shell moins interactif. Donc tout ça sera mis en pratique et j'essaierai bien sûr de faire au mieux. Donc j'espère que cela vous a plu et puis n'hésitez pas bien sûr à commenter s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, il n'y a aucun problème, je partage et j'adhère après ceux qui critiquent, qui essaient de lancer des attaques ou bien ceux qui parlent mais qui n'ont jamais rien fait. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire bon courage. Je vous explique, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment en tout cas j'espère que pour moi ça vient du cœur et voilà, et surtout au cas où je tiens à vous dire que les recherches se font plus en anglais qu'en français parce qu'en France parfois la recherche d'informations pour nous aider c'est un peu dangerous. Donc voilà et je vous dis à très bientôt, je vous remercie, c'était GhostX, salut.